Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour mon top lecture de l'année 2021. Je vais essayer d'être assez rapide dans cette vidéo puisque j'ai une dizaine de livres à vous présenter et pas beaucoup de temps devant moi au moment où je filme. J'ai pas fait de classement pour une fois cette année puisqu'il a été très difficile pour moi de départager des romans et notamment ces deux-là, A Court of Silver Flames de Sarah J Maas et puis The Crown of Gilded Bones de Jennifer L. Armentrout qui n'est autre que le tome 3 de la saga From Blood and Ash et le tome alors 4 ou 5, ça dépend comment vous comptez, pour la série À Cotard, donc un palais d'épines et de roses en français paru chez La Martinière. Que vous dire, j'ai pleuré ma maman au bout de 90 pages pour The Crown of Gilded Bones, j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai beaucoup aimé ce qui se passait dans ce roman. J'ai adoré l'intrigue, la façon dont elle évoluait, j'ai adoré l'évolution des personnages également. Même s'il y a certaines choses qui m'ont fait un petit peu tiquer, pour autant c'est pas du tout une déception pour moi comme ça a pu l'être pour certains. Je l'ai vraiment surkiffé ce troisième tome, je trouve qu'on rentre vraiment en profondeur et que l'univers prend une autre dimension et là c'est un roman qui est davantage psychologique dans A Court of Silver Flames. On n'a pas énormément d'action, certains pourraient dire qu'il y a des longueurs, c'est juste le style de Sarah J Maas qui fait qu'elle va davantage s'intéresser à la psychologie de ses personnages, les développer davantage et ici on va retrouver notamment Nesta qui n'est autre que la sœur aînée de Feyre, notre héroïne dans la première trilogie. Je vais pas vous en dire davantage, mais Nesta c'est un personnage qui est souvent détesté dès le premier tome puisqu'elle est considérée comme étant méchante, hargneuse, mesquine, sournoise, bref, tout un tas d'adjectifs extrêmement péjoratifs. Et pour autant, je vous avoue que c'est l'un des personnages que j'ai déjà préféré dans la trilogie puisque je savais qu'il y avait quelque chose en dessous et j'ai adoré la façon dont Sarah J Maas développait son histoire et la façon dont elle se reconstruit. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées qui ne sont pas évidentes et pour autant je trouvais que c'était bien fait et j'ai vraiment passé un excellent moment. Je l'ai dévoré tout comme The Crown of Gilded Bones, mais celui-ci m'a vraiment fait pleurer également. Voilà, j'ai pleuré pour celui-là mais à celui-là j'en pouvais plus. Je crois que je vous avais fait un reading vlog d'ailleurs sur celui-ci et j'étais au bout de ma vie en janvier dernier. On poursuit avec deux réécritures de La Belle et la Bête, A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer paru en français sous le titre Un sort si noir et éternel, et Rose éternelle de Ophélie Duchemin, je vais réussir à le dire. Deux énormes coups de cœur, deux histoires qui reprennent, je vous l'ai dit, l'histoire de La Belle et la Bête, mais qui sont revisitées de manière complètement différente et vous êtes complètement embarqués dans cet univers qui est extrêmement riche. D'un côté on a beaucoup de conflits sociopolitiques, de l'autre on en a également, mais c'est amené avec une écriture, un style qui est beaucoup plus poétique, j'ai envie de vous dire. Celui-ci, donc A Curse So Dark and Lonely, s'apparente davantage au style qu'on a l'habitude de voir. Celui d'Ophélie Duchemin est beaucoup plus ouais, presque onirique si vous voulez, c'est très poétique, on a des très belles phrases très bien tournées, on plonge dans l'univers, enfin on est embarqué là-dedans et on ne peut plus s'arrêter une fois qu'on l'a débuté. Donc voilà, ce sont deux réécritures de La Belle et la Bête qui sont un petit peu différentes, je vous laisse aller voir les résumés dans la barre d'infos, mais sachez que pour l'un comme pour l'autre, vous ne serez pas déçus du voyage si jamais vous décidez de les tenter. On poursuit avec Lune ardente de Morgane Rugrave, donc là je vous montre la duologie, le premier tome, le second tome, c'est paru chez Plume Blanche et alors le premier tome a été une révélation, un roman coup de poing, très difficile à lire, il y a certaines révélations au fur et à mesure de l'intrigue que je n'avais pas forcément vu venir ou alors j'étais dans le déni, dans l'illusion la plus totale, je ne voulais pas que ces événements atroces aient lieu et pourtant ils ont eu lieu et franchement soyez accrochés, je vous conseille de faire attention, il y a quand même certains trigger warnings pour ne pas vous spoiler, je ne les dirai pas ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et à me les poser, en message privé notamment, je vous répondrai. Mais soyez avertis, c'est un roman, notamment le premier, qui est très difficile à lire puisque ici on va suivre une jeune femme qui descend d'un royaume qui est à l'opposé total du second dans lequel elle va se rendre pour pouvoir sauver son peuple, pardon, je vais réussir à parler. Elle va devoir épouser le prince héritier, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et elle va devoir faire face à des événements horribles, atroces, complètement affreux et ignobles. Voilà, encore un lot d'adjectifs extrêmement péjoratifs, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est une histoire qui vaut le coup d'être lue. J'ai beaucoup moins aimé le second tome parce que le premier tome a été une véritable claque. Pour autant, je ne peux que vous conseiller de découvrir cette duologie et de découvrir notre héroïne qui s'appelle Siobhan. On enchaîne avec Kingdom of the Wicked que j'ai dévoré cet été. On plonge ici dans une histoire avec des sorcières, des démons
en Sicile, donc on est complètement dépaysé. Ici on va suivre Emilia qui a une sœur jumelle qui s'appelle Vittoria. Sa sœur va être assassinée par une créature surnaturelle puisque les deux sœurs et toute la famille sont des sorciers, des sorcières notamment, et puis Emilia elle va vouloir mener l'enquête. Elle va notamment croiser le chemin de Wrath qui n'est autre qu'un des princes des enfers, et sa grand-mère l'a toujours avertie par rapport à ces princes des enfers, ne jamais croiser leur chemin et toujours courir et aller se réfugier si jamais on les croise. Sauf que Emilia va devoir s'allier avec Wrath alors qu'ils sont les pires ennemis possibles pour pouvoir retrouver l'assassin de sa sœur et pouvoir se venger. C'est un énorme coup de cœur ce premier tome, j'aimerais vraiment qu'il soit traduit en français, il me semble que ça va être le cas, je dis peut-être des bêtises, mais j'avais vu des trucs pas forcément officiels, donc je vais pas trop m'avancer, mais vraiment s'il pouvait être traduit, je pense que vous surkifferiez cette histoire de sorcière. Enemies to Lovers garantie. Je pensais clairement pas vous mettre Nevernight de Jake Kristoff, le premier tome, dans ce top de l'année, puisque tout simplement quand j'ai débuté ce roman je ne savais pas à quoi m'attendre et je pensais pas que ça serait un coup de cœur. Je l'ai beaucoup aimé et avec le recul, même si sur le moment c'était pas forcément un coup de cœur pour moi, en tout cas j'ai pas ce souvenir là, même si je vous avais fait un reading vlog encore une fois, quand j'ai fait la liste de tous les livres qui m'avaient marqué en 2021, je crois que celui-ci en fait peut-être le plus partie, puisque c'est un énorme pavé, je l'ai lu en peu de temps et j'avais très envie de retourner à chaque fois à ce bouquin, à l'histoire de Mia qui va devenir une apprentie assassineuse pour notamment pouvoir venger sa famille, et on va suivre tous ces personnages dans cette école d'assassins qui est un peu gore quand même, on va pas se le cacher, c'est assez noir, c'est très sombre, c'est très dark. Le tome 2 est en ma possession, dans ma palle, il me tarde de pouvoir le lire. C'est un énorme pavé également, mais pour autant j'ai très envie de poursuivre cette histoire. Les notes de bas de page étaient tout un truc pour quand ce livre est sorti, finalement on avait tous peur de se lancer dans cette histoire à cause des notes de bas de page. Je les ai pas trouvées si dérangeantes que ça finalement, donc écoutez, c'est avec plaisir que je plongerai dans le second tome et je peux que... Ah, j'arrive. Je ne sais plus ce que je vous racontais du coup, je crois que je parlais des notes de bas de page, que ça ne m'avait pas du tout gênée, que je ne peux que vous conseiller de foncer même si vous avez peur de ces notes de bas de page qui peuvent être parfois assez impressionnantes, mais pour autant ça apporte davantage de contexte à l'univers et on comprend davantage de choses, donc c'est pas quelque chose de négatif. Après je vous avoue, moi il y a certaines notes de bas de page, j'ai pas forcément compris leur utilité, donc je les ai lues en diagonale et ça ne m'a pas dérangé davantage, donc n'hésitez pas à foncer pour cette histoire si jamais elle vous intéresse. On va poursuivre pour l'une des découvertes de l'année 2021 qui est la plus surprenante à mes yeux puisqu'il s'agit de Beat Lit et il s'agit de Meg Corbin de Anne Bishop. Je déteste la Beat Lit, j'aime vraiment pas ça. J'ai essayé, c'est pas faute de ne pas essayer d'en lire, de découvrir différents auteurs, mais à chaque fois il y a énormément de choses qui m'énervent, que ce soit au niveau des protagonistes principaux, des hommes qui sont extrêmement représentés de façon misogyne, ou la princesse en détresse, demoiselle en détresse comme héroïne principale. Je sais pas, il y a énormément de choses qui me dérangent dans la Beat Lit et du coup à chaque fois je suis déçue. Et alors je ne m'attendais pas du tout à surkiffer Meg Corbin. Vous aviez été très nombreux à me conseiller cette saga et je ne peux que vous en remercier. J'ai dévoré les 3 premiers tomes cet été, il me reste le tome 4 et le tome 5 à lire. Il paraît que ce sont les meilleurs, donc je me les garde vraiment pour un moment où je sais que je pourrais les lire peinardes sans être coupée à cause du travail, etc. et pas avoir une lecture hachée. Vraiment, je ne peux que vous conseiller cette histoire avec des créatures surnaturelles. On va suivre Meg qui est une Cassandra Sang, c'est-à-dire une prophétesse de sang. Elle a besoin de se couper pour pouvoir voir des événements futurs, sauf que dans cet univers, les humains cohabitent plus ou moins avec ce qu'on appelle les autres, qui sont ces êtres surnaturels, et Meg va rentrer dans un enclos, donc c'est un endroit réservé aux autres, et puis elle va commencer à travailler pour eux. Elle est plus ou moins considérée comme une humaine. Finalement elle n'en est pas vraiment une, et à côté de ça on a tout un tas de conflits sociopolitiques, notamment avec les Cassandra Sang, et c'est une histoire qui est extrêmement prenante. On a un tout petit peu de romance mais qui est pas vraiment développée, mais on sent qu'elle est là et c'est fait vraiment avec subtilité et ça n'alourdit pas et ça n'enlève rien à l'intrigue qui est incroyable. Donc vraiment je ne peux que vous conseiller de lire Meg Corbin.
De même, une autre lecture avec laquelle j'ai passé un excellent moment en 2021, c'est Aurora Rising de Jack Kristoff et de Amy Kaufman, qui est paru en français sous le titre Aurora Squad. Je n'ai toujours pas acheté le tome 2, il faut vraiment que je l'achète pour qu'on puisse se faire l'ALC du tome 2 avec Fanny, donc des Chroniques de la Fraise, puisque nous avions lu le premier tome ensemble en lecture commune et ça a été vraiment une véritable surprise, je ne m'y attendais pas. En fait, ce que j'ai surkiffé dans cette histoire, c'est le décalage, le côté humoristique qui est extrêmement développé de manière différente en fonction des personnages, puisqu'on va suivre, je crois, 5 personnages différents, donc on a plusieurs points de vue différents, et c'est pour autant hyper intéressant puisqu'on va suivre un escadron dans l'espace. Ils ont tous des personnalités extrêmement différentes. On a de la romance aussi en même temps, ça fait plus science-fiction que fantasy forcément, mais je peux que vous conseiller de foncer pour Aurora Squad. Vraiment, c'est une pépite, c'est un véritable bijou et il me tarde de plonger à nouveau dans le deuxième tome. J'ai l'impression de vous avoir présenté que des premiers tomes dans ce top 2021, mais j'ai découvert plein d'univers complètement fascinants et du coup il va falloir que je termine ces sagas maintenant avant de pouvoir en commencer d'autres. Et on va conclure ce top de l'année 2021 avec Les Voleurs de Fumée de Sally Green. Je vous présente le premier tome. Je vous ai parlé assez récemment sur la chaîne du deuxième tome que j'avais adoré et le troisième tome fait partie de ma pile à lire pour le Romantasy Challenge de Nina Quill. Pour elle également, c'est un énorme coup de cœur, Les Voleurs de Fumée. On a énormément de représentations dans cette histoire. On a différents royaumes qui vont rentrer dans des conflits. On va avoir pas mal de guerres. On a des personnages hauts en couleur qui sont très différents. On va suivre 5 personnages complètement différents qui viennent de royaumes différents. Leurs destins vont se croiser, vont plus ou moins se mêler et ils vont devoir faire face aux différentes guerres qui vont se préparer. Et en même temps, on a des démons qui vont être plus ou moins utilisés à leurs dépens. Et enfin, la façon dont l'autrice développe ses personnages, développe son univers est extrêmement intéressant. La position de la femme est vue de manière différente et développée de manière différente, mais en même temps, on voit qu'il y a pas mal de similitudes entre les différents royaumes et les conditions de la femme. De même pour les traitements de torture, etc. entre les différents royaumes, entre celui qui est vraiment un régime totalitaire et l'autre qui, finalement, les autres qui sont un peu plus soft, dirons-nous, mais ça reste une fantaisie basée sur des univers, un univers médiéval, donc tout n'est pas tout rose. Enfin bref, voilà, c'était un énorme coup de cœur pour Les Voleurs de Fumée. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et j'espère que ce sera pareil pour le tome 3. Je ne peux que vous conseiller cette saga. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez préféré découvrir et lire en 2021, quelles sont les lectures que vous attendez avec impatience pour 2022. Est-ce que vous avez déjà des gros coups de cœur pour ce début d'année 2022? Et écoutez, en attendant vos réponses et une nouvelle vidéo sur la chaîne, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao!